Bonjour à tous, on est très heureux avec Tony de faire cette masterclass. On est heureux de la faire devant public puisque la dernière fois qu'on a discuté ensemble c'était dans un café à Paris pour cet entretien de tête à tête. Je voudrais remercier pour les extraits deux personnes qui sont Stéphanie Pouèche et Jérôme Pochol à la Fémis qui ont tout préparé, en fait, les extraits que vous allez voir des films de Tony. Donc il est réalisateur, producteur, compositeur, acteur, mais surtout Tony, il est méditerranéen, et ça c'est quelque chose que tu dis souvent quand tu te définis, quand on doit te définir. Méditerranéen comme personne, puisque tu es né en Algérie, d'un père kabyle, d'une mère gitane, mais méditerranéen surtout comme cinéaste, parce que dans tous tes films, tu nous fais voyager à travers tous les pays qui bordent la Méditerranée. Quand tu tournes pas en Méditerranée, tu fais revenir la Méditerranée par ses sons, ses danses, sa culture et surtout son peuple, puisque pour toi, avant tout, la Méditerranée, c'est pas un paysage, c'est d'abord le peuple. Du coup, tu arrives en France pendant la guerre d'Algérie, en 1960, et puis il va y avoir une rencontre déterminante qui va être en 66. Tu vas rencontrer l'acteur Michel Simon, qui est pour toi un maître dont tu vas nous parler, et tu commences en fait à faire l'acteur, et puis tes premiers cours, Max l'Indien et Quanta Gitano, puis après 3 courts-métrages, d'abord 2 que tu fais tout seul, La tête en ruine et La terre au ventre, et puis Les Princes, qui est le premier en 1983, le premier long-métrage professionnel que tu réalises avec Gérard Darmon, avec qui tu vas avoir une collaboration sur d'autres films, et dont le dernier est Jam. Donc en 85, il y a Rue de départ, en 89, Pleure pas My Love, en 90, Gaspard et Robinson, en 93, L'Achodrome, en 95, Mondo, et en 97, Gadjo Dilo. Alors en 93, avec L'Achodrome, c'est la première fois, il me semble, que tu vas à Cannes pour Un certain regard. Et puis en 97, avec Gadjo Dilo, là c'est une pluie de nominations au César, le César de la meilleure musique, une sélection assez remarquée à Locarno, puisque tu y gagnes 2 prix et une mention spéciale pour l'interprétation féminine. Et du coup, j'avais envie de commencer cette masterclass par ce film-là, parce que ce film-là, pour ma génération de cinéphiles et d'étudiantes en cinéma, et je sais qu'il y a des étudiants au cinéma, c'est un film qui a été très important pour nous. Et aujourd'hui, ce film-là, tu me disais qu'il était important aussi pour toi parce que tu avais vu qu'il y avait des gens qui l'avaient vu, qui l'avaient aimé et qui emmènent maintenant leurs enfants voir Jam. Et donc, je vous propose d'ouvrir cette masterclass avec l'ouverture donc, de Gadjo Dilo, qui nous permettra ensuite de tisser tous les fils et tous les grands moments en fait, de la masterclass qui vont venir. Et donc, ça nous permettra, ce film-là nous permettra de revenir sur ta direction d'acteur, sur un motif récurrent dans ton cinéma qui est celui de la marche, sur un autre motif récurrent qui est celui de l'ivresse, et on en parlera beaucoup. L'ivresse, elle est aussi liée à des moments festifs chez toi. On reviendra aussi à cette importance des sonorités de la Méditerranée. Et puis, dans cette séquence-là, il y a quelque chose d'assez comique par rapport à ton acteur, donc Isidore Serban, dont tu nous parleras juste après cet extrait. Du monde, Peppermint, on earth, der Erde. Alors, l'enfant, copilul, the child, the kind, nomad, nomade, 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 renaîtra, revine, come back, komm zurück, du désert, in the shirt, in desert, in Wüste. Vivra, rendir, reborn, geboren, du Souffle, Soufflul, Earth, der Luft, de la mer, Marie,
of the sea, des mers et de la terre. Chupamundri and death, des wounds. Bonjour, Sambata de sus. Sambata de sus. Somangas. Somangas, mangraxa urra. Mangraxa urra. Tira a canalha papucha. Ah, não. Lautar. Lautar. Lothar, Ashley. Ne. Dandoro Lanzo. Dandoro Kar. Kedo Lanzo dukahuto mui. Esse sasnafel. Charolon. Charasokar. Dume. Ai, me jogar. Te dão tudo com mui. Ai, me esposa. Întoarce-te-mă la casa ta. O să-ți dăm foc și o să ai probleme. Nadu calma, nadu calma. Te šut jol murovas. Te šut jol murovas. De querer terme. De que na dau tu me armaen de darati. Muroșaun de hândii! Tu mencamente solau! Dar n-ai ceațimo! Că muroșaun n-ați dușalo! Te jalin de hândii! Ai să camen tu menmanta! Puțin în pasă de foc cu vot! Voilà donc le premier extrait. Et donc Tony, tu me disais que sur l'enregistrement de la musique du film, ça a été un peu compliqué. Oui, parce que on a fait la musique, cette musique-là du générique, à la fin du film. Et donc on voulait pas partir à Paris sans faire cette musique-là avec Rona, qui était la chanteuse et l'actrice. Et donc j'ai écrit la chanson très vite dans un hôtel, et on a trouvé un studio. C'était dans les années vraiment dures de la Roumanie, il y avait absolument rien. Il y avait très très peu de choses là-bas. C'était pas organisé. C'était à la fin de Ceausescu. C'est vraiment il y avait rien. Et donc il y avait quelqu'un qui avait installé un petit studio chez lui vers la banlieue de Bucarest. Et donc on a traversé le jardin.
Et donc on est rentré dans son garage, son atelier, tout ça. Son matériel, c'est vraiment une petite console comme ça, moderne, numérique. Hein. Mais c'est vraiment les B.A.B.A. avec un Pro Tools bizarre. Et finalement, on était moi et Rona, on a fait la musique tous les deux, c'est-à-dire moi j'ai dirigé avec le texte, et on a fait la percussion tous les deux. Tout ce qu'il y a là, c'est vraiment nous. D'accord. C'est moi et Rona. D'accord. Et elle qui chantait, que je lui disais, voilà, c'est ça la chanson. La chanson, c'est la fin du nomadisme dans le monde. Qu'un jour, ça renaîtra, parce que l'enfant renaîtra. L'enfant renaîtra du sable, de la terre, des feuilles mortes, et renaîtra, cet enfant nomade. Voilà. Et donc, pendant qu'on enregistrait, il y avait le chien qui gueulait, et on ne pouvait absolument pas l'arrêter, sauf qu'on enregistrait entre les aboiements des chiens. Oui, c'est toujours les aléas de tes tournages. Oui, mais je veux dire un petit truc comme ça, parce que j'ai écouté Isidore, là, dans la tête retournée, et la revendication vient aussi des bourrés, c'est bien. Non, franchement, parce que moi j'habite à côté de la République, dans le 11e, toute cette quartier-là, c'est rempli de bars. Et donc, c'est vers la fin de la nuit, vers 2-3 heures, il y a des gens qui gueulent comme ça. Dans toutes les langues. Et à chaque fois, je me dis, c'est une revendication. C'est la revendication de quelque chose. C'est super. Mais du coup, donc il y a de la revendication dès le départ, et donc tu as travaillé avec Isidore Serban, et je sais qu'il y a eu des demandes spéciales hier soir qui t'ont demandé de nous parler un petit peu de cet acteur et ta relation à cet acteur et la façon dont tu as travaillé avec lui. Oui, mais c'est dur d'écrire un personnage, parce que je l'ai écrit évidemment à Paris, après avoir voyagé un peu partout dans le monde, et après avoir voyagé beaucoup en Transylvanie, un peu partout en Roumanie. Et donc ce personnage, je le connaissais, il y a toujours un personnage comme ça, truculent, zigane, qui a peur de rien. Et donc quand j'ai écrit le scénario, le personnage, je me suis dit, qui va jouer ça? Mais qui? Quel est l'acteur dans le monde peut jouer ça? Peut-être Anthony Quinn, peut-être, mais il était mort déjà. Et donc je me suis dit, comment trouver un acteur comme ça? Et donc on a commencé à chercher des acteurs professionnels, d'abord français, je me suis barré en courant en Roumanie, et après, je n'imaginais pas Michel Piccoli, ou je ne sais pas qui, bien que c'est un grand acteur. Et donc c'est quelqu'un qui devait avoir une âme de quelque chose, qui ne soit pas acteur, mais qui soit un personnage qui n'a peur de rien, qui dans le monde comme on les aime. Et donc je suis parti en Roumanie pour faire le casting en Roumanie. Et je suis parti pour faire le casting de la musique d'abord. J'aimais bien ça, commencer par la musique. Et on m'a dit qu'il y avait un musicien là-bas en Transylvanie. C'est vraiment loin la Transylvanie, depuis Bucarest. C'est le train qui est interminable. Et j'arrive dans un petit village qui s'appelait Stena, vraiment dans la profonde de la Transylvanie. Et j'ai cherché dans ce village rempli de boue pour aller voir ce merveilleux musicien qui s'appelait Isidore Serban et son groupe, et musicien de village. Et donc j'arrive, il sort de sa maison, très honoré qu'un Français ose venir de France, de Paris, pour lui serrer la main. Et donc avant de faire quoi que ce soit, il m'a dit, tu viens d'où? Il m'a dit, avant de commencer à parler, viens avec moi et je vais te montrer quelque chose. Donc je me suis dit, bon, il va me montrer des musiciens. On prend la voiture, on sort du village et on arrive dans une forêt, vraiment au bord d'une forêt, et on sort de la voiture, il me manipule. Il se met à crier « Perdurar !» Perdurar, en roumain, c'est « forestier !» Forestier! Il gueule comme ça, forestier partout. Et je me dis, qu'est-ce qu'il a? Je dis à mon interprète, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle le forestier. Et le forestier, il devait le guetter quelque part, parce que ce forestier-là interdisait aux ziganes de prendre du bois. Et les ziganes ne pouvaient se chauffer qu'avec du bois. Il était à peu près vers février, quand on était là-bas, et donc il voulait se venger, il voulait me montrer, et après, donc il savait que le forestier l'écoutait, et il lui disait, je suis avec un Français! Il est venu me voir de Paris! Tu entends, Perdurar? Il est venu pour moi! Seulement pour moi, pour voir comment je vais!
Et donc voilà, donc cette fille qui m'a manipulé donc complètement. Et c'est ton personnage dans le oui, film, mon hein, c'est le personnage, même. Mais j'aimais beaucoup. Mais après, il était fou, donc je ne savais pas comment faire. Tu ne peux pas le raisonner, tu ne peux pas lui dire des choses, quoi. Et donc voilà, ils écoutent sa musique, et franchement, elle n'était pas bonne. C'était un crin de cheval. Le violon, la chanterelle, elle faisait mal aux oreilles, mal aux dents. Mais même à 1 mètre, elle faisait mal aux dents. Dès qu'il commençait à crier comme ça avec son violon, c'était un vieux violon avec couvert de colophane blanche. Il était complètement blanc de colophane. Et dès qu'il ne sortait pas son bien, il mettait sa main dans la poche comme ça, il prenait 1 kilo de colophane et faisait... Parce que c'est la colophane qui sonne. Et donc, il était vraiment pas bon. Et donc, il me disait qu'il était le meilleur du monde. Le meilleur du monde. Je vois bien qu'il n'était pas le meilleur du monde du tout. Il faisait comme ça, oui. Et donc, je lui dis, mais joue-moi quelque chose. Il joue. Il commence à jouer. Il me dit, regarde, moi j'ai un violon à 5 cordes. Il fait comme ça. J'ai un violon à 5 cordes. C'est comme les magiciens. Là. Il me disait, avec ma 5e corde, je fais des cloches. Toujours quand j'ai envie, dans la musique, ça fait... Il me fait des trucs et tout ça. Et il joue, et il commence à faire de la gymnastique avec le violon. Il met le violon là. Il le fait n'importe où, n'importe comment. C'est vraiment de la gymnastique, la virtuosité, soi-disant. Et après, vers la fin, il se fait comme ça, il me fait... Voilà. Et donc, je regarde le violon, et il y avait vraiment 4 cordes. Pas 5. Et je lui dis, elle est où la 5e corde? Il me dit, t'as marché? Un mec qui me baratine comme ça, à 1,50 m de moi, c'est que c'est sûrement un grand acteur, je me suis dit. Et je veux absolument lui faire un casting. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Je me souviens avec ça. Et apparemment, il paraît qu'il était très étonné de son salaire une fois qu'il a été pris. Là, c'est la réalité. C'est une fois que j'ai dit oui, je vais peut-être te prendre dans mon film, mais il faut que je sache si on s'entend. Parce que pour la paye. Et il fait, ah oui, très important la paye. Ah oui. Et je lui dis quand même, toi. Et donc, je lui dis, il faut venir à Bucarest. Parce que la production est à Bucarest, et c'est bien que je te filme aussi en vidéo pour voir comment tu fais, comment tu es à l'image et tout. Ah bah oui. 15 jours après, on était à Bucarest, dans un hôtel vraiment communiste, où tous les gens font la gueule. Mais vraiment, la caissière, elle te fait ouais. Avec un bonnet, elle avait un bonnet. Au contraire, je les aime beaucoup. Hein. Elle avait un bonnet parce qu'il faisait froid dans l'hôtel. Et dès le départ, tu sens que t'es pas bien, quoi. Parce qu'elle fait ouais. Elle parle comme aux gens pas bien. Et donc on nous donne une salle, donc on fait l'essai avec Isidore. Et Isidore est arrivé de Transylvanie, c'est trop loin. C'est une journée de voyage à peu près. Et il est arrivé, lui devant, avec son violon. Derrière, sa femme avec une valise et un gros baléchon de vêtements. Et derrière encore, il y avait son orchestre de 4 personnes qui sont dans le film. Et qui sont ces musiciens, la contrebasse, le violon, encore. Ils sont derrière, et lui devant. Et c'est lui qui me salue seulement, pas les autres. Les autres, ils leur disent, oh, comme ça. Ils s'en vont, après, je m'assois avec Isidore, je lui dis, Isidore, avec un interprète où je parlais doucement pour lui parler d'argent. C'est très très important de parler d'argent avec tout le monde très doucement. Il ne faut pas oublier les zéros, faut pas bafouiller. Et donc je lui dis, parce que je suis un peu producteur, c'est-à-dire que je m'engage. Je me suis toujours engagé dans mes films à engager les musiciens d'Igane pour ne pas les voler, que personne les arnaque et tout ça. Et donc pour la Chodome, j'ai fait la même chose. Et donc je lui dis, Isidore, je prends le salaire le plus bas. Je lui disais, c'est des millions de lait pour faire 50 €, quoi. Et donc je lui disais, je prenais la semaine, et je lui disais que la semaine pour voir, parce que sinon c'est un choc. Et je lui dis, Isidore, on va te donner, pour le film, 5 millions de lait. D'accord ? 5 millions. Il fait, ouh ! Et il s'arrête, et il calcule au-delà de ce qu'il connaît, il ne connaît pas au-delà de 5 millions.
Il connaît pas, il y a trop de fric, trop trop de trucs pour acheter, parce que lui, il achète rien, il n'achète pas un vélo, je répare son vélo, mais c'est tout. Mais au-delà de même 1 million, il sait pas ce que ça veut dire, c'est trop pour lui. Donc il commence à calculer comme ça que tu peux acheter des poulets, un cheval, un violon, machin, manger, donner à sa famille. Enfin, il fait le calcul, et à un moment, me l'interprète, et lui dit ce qu'il peut acheter, donc une maison. Et là, il fait « Oh là 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 !» Parce que, évidemment, il avait une petite maison, pas en terre, mais en tôle, en ciment et tout ça, c'est vraiment de bidonville, quoi. Et donc, acheter une maison après la bidonville, c'était vraiment génial pour lui. Et donc, il était heureux comme tout. Il s'est levé, il m'a embrassé, et il m'a dit « Si jamais je fais pas, t'es pas content de moi dans le film, qu'on me coupe la tête. » J'ai dit « Non, d'abord, on va signer un contrat qui valait rien, le contrat, parce que lui, il sait pas dire, et surtout, il a fou des contrats, les avocats, il en a pas là-bas. Donc, c'était vraiment de main, quoi, le contrat, la main dans la main. Et donc voilà, donc il a accepté pour une semaine. Il était fou, heureux. Je ne lui ai pas dit que j'allais tourner avec lui 9 semaines. 9 semaines, il achète le village. Mais c'était vraiment génial. C'était vraiment le... Et donc, dans le film, quand j'ai engagé, je me suis dit, je ne sais pas si je fais, si c'est bien, je ne sais pas s'il va comprendre. Et les premières scènes qu'on a commencé à tourner, c'est comme si je mettais la caméra, c'est comme si je mettais une bouteille d'eau devant lui. Il n'y avait rien à faire de la caméra. Mais par contre, ce que je lui disais, tu ne regardes pas en face dans la caméra. Il m'a dit, je regarde quoi? Tu vas, tu ne regardes pas. Et puis nous, on avait une caméra sur l'épaule, donc on reculait. Et lui, il ne savait pas comment avancer, donc il avançait comme ça. Et j'ai dit, ben non, tu regardes. Et il regardait, il fait... Et donc voilà, donc j'étais catastrophé. À un moment, je lui ai dit, Isidore, tu te rappelles ce que tu m'as dit? Tu m'as dit qu'on te coupe la tête si tu ne fais pas les choses bien. Il a fait, d'accord. Après, il a regardé la caméra comme ça, sans la regarder dans l'objectif, il était allé comme ça. Et il a commencé à dire n'importe quoi. Alors j'ai dit, mais il y a un texte. Je t'ai dit de dire, vous me le payerez. Et là, il fait, vous me le payerez pour le gâteau. Vous allez voir, moi, le plus grand musicien. Et je dis, mais non, dis ce qu'on t'a dit de dire. Enfin bref. Et il était extraordinaire tout de suite. Ça se voit, en tout cas, il est extraordinaire déjà dans ce début de scène. Et dans tout le film, pour ceux qui ne l'ont pas vu, il est assez extraordinaire. Et du coup, le duo avec Duris, il marche vraiment très très bien, tous les deux. Donc Romain Duris, tu fais 3 films avec lui. Tu fais d'abord Gadjodilo, l'année d'après Je suis née d'une cigogne en 98 et Exil en 2004. Donc c'est une collaboration assez longue. Et là, c'est le premier film que tu fais avec lui. Et dans les années 90, Duris, on le connaît chez Clapiche, qui l'a découvert. Donc c'était un casting sauvage, c'est quelqu'un qui se destinait pas à être comédien. Donc il a un côté aussi amateur à cette époque-là. C'est ça qui t'a plu chez lui? Ce qui m'a plu, donc il venait de faire un film pour la télé qui s'appelle Péril jeune. Péril jeune. Ouais. Et moi, c'est tout de suite après, c'est ma fille qui m'a dit, peut-être tu devrais prendre de Romain Duris. On était toutes amoureuses de Romain Duris quand on était adolescents. Mais au début, il n'était pas connu encore. Et tout. J'ai rencontré beaucoup d'acteurs d'aujourd'hui. J'ai rencontré Canet, Vincent Cassel, tout à l'époque, qui n'étaient pas connus. Mais je suis resté sur Romain parce que je lui ai dit, est-ce que tu as déjà voyagé? Il m'a dit non. Tu étais où? Il m'a dit en Suisse. Mais t'as pas été plus loin qu'en Suisse? Il m'a dit non, pas du tout. Et j'étais jamais sorti de Bastille. C'était un petit gamin de Bastille, branché avec son scooter et ce truc, de famille qui étaient des profs, sa mère professeure, son père architecte, qui étaient vraiment pas du tout, genre de voyage, c'est pas des aventuriers, quoi. Et donc ça m'a plu qu'il n'a jamais rien connu et tout ça. Et par contre, un truc qui m'a plu, c'est que je lui ai dit danse pour voir. Je lui ai dit qu'est-ce que tu aimes comme musique? Il m'a dit qu'il aimait Kalsoum, la musique étrangère. Et après je lui ai dit pourquoi Kalsoum? T'écoutes Kalsoum toi? Il me dit non, mais mes ancêtres, je crois qu'il a un ancêtre kabyle ou quelque chose. Mais il aimait bien ça. Donc je lui ai fait écouter la musique gitane, tzigane, et je lui ai dit danse dessus pour voir. Je crois que c'est comme ça que j'ai commencé à l'aimer. Et après, dès qu'on est arrivé à Bucarest, j'ai tourné avec lui dans les rues. Il était bien avec les enfants des rues et tout ça. Il était pas effrayé. Après, je lui ai dit maintenant, on va aller chez les Tziganes. Dans 2 semaines, une semaine, on va chez les Tziganes. Et là-bas, je ne pourrai rien pour toi. Parce que moi, j'ai un acteur qui va te manger.
Si tu fais pas bien, si tu joues à l'acteur, t'es foutu. Il faut que tu sois à sa hauteur. T'es un jeune étranger qui vient là. Il faut que t'arrêtes le métier, que tu fasses comme les acteurs. Il faut que tu sois face à lui. Et lui, tu vas voir, moi je peux rien pour toi. Avec les Tziganes, je ne veux pas te dire comment il faut jouer, ni comment il faut parler. D'accord, hein, Romain? Il n'a pas dormi de la nuit. Et c'est vrai que le lendemain, il était là, avec cette scène, avec la charrette, et avec Isidore qui commençait à lui dire alors, mais tu tombes d'où, toi? Et donc, il commence à boire et tout ça. Et Isidore ne devait pas boire. Je lui dis, on boit de l'eau. Parce que moi, je travaille. Et on boit de l'eau dans le film. Il dit, d'accord, d'accord. Évidemment que l'eau, la vodka, c'est exactement pareil. Et donc, pendant tout le temps, il buvait sa bouteille. Donc, on ne pouvait pas la prendre, parce qu'on veut savoir ce que c'est. Et de Romain, il a bu la bouteille du vieux. C'est juste après la coupe qu'on a faite. Et il était vraiment bourré. Mais je ne savais pas. Hein. Il était sur la neige comme ça. À la fin, je ne savais pas au début. Et donc, ce qui est extraordinaire, c'est que Isidore, je lui disais, écoute Romain quand il te parle. Et Romain, je lui dis, mais va avec lui quand il dit, bois, pis, tu bois. Et donc, à un moment, je dis à Isidore, il ne faut pas parler sur lui, parce qu'il était gourmand. Et donc, il parlait sur Romain, tout ça. Et je lui dis, mais non, il ne faut pas parler. Quand c'est à lui, tu ne parles pas. Et on commence à tourner, une caméra comme ça, d'épaule, on bouge. Puis je suis sur Romain qui lui dit, hey, tu connais Lothar? Lothar, c'est un musicien. Il fait, j'ai dit, Isidore, papa. Donc, et il fait comme ça. Et donc, tout d'un coup, je suis en train de tourner sur Romain, j'entends mon équipe qui crie un peu. Et je continue. Et tout d'un coup, je me retourne. Il était en train de parler muet. Et je trouvais génial. J'ai tourné la caméra, je l'ai filmé en train de parler pour rien dire. Donc c'était quelqu'un de très fort. Et ça, c'est quelque chose d'important aussi parce que c'est tout le temps toi qui cadre. C'est-à-dire tu travailles avec des chefs opérateurs, donc pour les étudiants au cinéma, c'est aussi quelque chose d'important. Donc tu tournes avec des chefs opérateurs, donc ceux qui s'occupent de l'éclairage sur le plateau, mais c'est toujours toi qui cadre. C'est toujours moi qui cadre, et surtout quand la caméra qui est sur épaule, je guide avec un retour qui tient à la main pour surveiller à peu près qu'il fasse pas n'importe quoi. On peut pas cadrer tous les deux si j'ai pas la caméra, c'est lui qui la prend. C'est important pour moi, les acteurs. Et donc, il cadre exactement ce que je veux. Comme j'ai le combo, je suis partout mobile. Donc, quand c'est pas toi qui cadre, tu regardes. Si, je le fais des fois, mais là, quand les grandes scènes de comédie, je suis obligé de regarder l'acteur. Et donc, là où je prends la caméra sur épaule, c'est que je dis toujours au chef opérateur, attends-toi à l'inattendu. C'est qu'il y a un moment, je vais te prendre par l'épaule et je vais te tourner pour filmer quelque chose que tu ne vois pas. Parce que dans la spontanéité, si Isidore est en train de parler dans mon dos comme ça, il fallait se retourner tout de suite et le filmer. Et le filmer bien, le point, tout ça. Alors qu'on n'a pas répété. Et donc, c'est cette mobilité qu'il y a toujours dans mes films, de prendre l'instantané. C'est très important, l'instantané. C'est plus important quand on dirige, parce que c'est vrai, c'est plus juste. Et donc, il y a tout le matériel encombrant du cinéma ne sert qu'à nous empêcher de faire ce qu'on veut. Par exemple, il y a 10 camions qui arrivent pour filmer un chat. Mais ça m'est arrivé plusieurs fois. Pour filmer un chat dans une plaine comme ça, ou dans une rue, il y a des camions qui sont garés, je sais pas où, et si le chat part là, tu es obligé de le suivre et tu as les camions. Et à chaque fois, je disais, mais arrêtez avec vos camions, et arrêtez avec vos pieds de projecteur sur la scène. Les projecteurs ne doivent pas être sur le décor. Donc, il faut qu'ils soient à la hauteur d'homme pour que, quand on tourne, on ne chope pas ni le câble, ni les pieds, et qu'on soit mobile partout. Et donc voilà, c'est ça, ma mobilité, c'est celle-là d'abord, avec le chef opérateur, le cadreur, de dire qu'il faut bouger partout sans être freiné. Et du coup, justement, il y a une séquence de Latchodrum, c'est une séquence où il y a une petite fille qui danse dans le sable, et ça fait partie de ces mouvements-là dont tu nous parles.
Alors pour cette scène, tu me disais justement que cette petite fille, tu l'as vue danser et qu'elle dansait parce qu'elle imitait tout le temps sa grande sœur qu'on voit après. Et donc du coup, tu as fait l'inverse dans le film finalement. Tu montres d'abord la petite fille et après la personne qu'elle imite. Ouais, mais c'est un film comme ça, c'est pas le hasard, mais disons beaucoup d'inattendus. On règle pas tout exactement, mais il y a de l'inattendu qui est extraordinaire tout le temps. Par exemple, on était à Pushkar, c'est vraiment dans le centre vers le désert du Tarn. Un assistant à moi devait prendre le bus pour aller chercher des musiciens que j'ai fait le casting à 300 km dans le désert, de l'autre côté dans une ville qui s'appelle Jaisalmer. Et donc, quand il est arrivé là-bas, il y avait les musiciens et il y avait une jeune fille de 14 ans, je crois, celle-là qui chante, qui danse. Elle est rentrée dans le bus sans qu'on lui demande. Elle a forcé le passage. Et mon assistant lui disait non, et elle l'a forcé quand même. Et après, il était obligé de la prendre parce que c'est son oncle qui jouait de la musique dans le film. Mais elle n'était pas attendue, je ne l'ai jamais vue. Et avec elle est venue sa petite sœur. Les deux étaient inséparables. Et donc, ils sont arrivés au bout de lendemain, où on tournait à côté de Pushkar. L'assistant m'a dit, mais la fille, elle est venue, mais c'est une danseuse, mais moi, je pouvais pas lui dire non parce qu'ils ont assisté. Bref. Et après, comme elle était danseuse, je lui ai dit, mais vas-y, voilà, comment tu danses? J'étais ébahi quand je l'ai vue. C'était extraordinaire. Celle qui se tordait complètement comme ça. Elle a fait une carrière internationale après, avec cette danse. Et donc, voilà. Donc, elle n'était pas prévue. Elle est venue par hasard. Et finalement, elle était extraordinaire. Quand je l'ai vue, j'ai dit, oh la vache, elle est formidable. Et tout. Et il y avait toujours sa petite sœur derrière qui l'a mimée. Quand on répétait, il y avait la petite fille dans le sable en train de faire les mêmes pas que sa sœur. C'est comme ça qu'ils apprennent. C'est en faisant comme les grands. Et là, je me suis dit, mais donc je commence avec la petite fille, après je vais chercher la grande. Et donc du coup, il y a des gens comme ça qui arrivent dans tes films, qui sont pas prévus. Toujours, mais il y en a des gens formidables, tout le temps, il y en a plein. D'ailleurs, c'est ce que disait l'actrice de Jam. Tony, il est comme le personnage de Jam, parce que il est complètement spontané. Elle expliquait que même sur le tournage de Jam aussi, des fois tu arrêtais les choses parce qu'il y avait quelque chose d'autre qui t'intéressait. Ouais, tout à fait. Une personne qui rentrait dans le champ que tu trouvais intéressante à filmer et qui rentrait par hasard. Oui. Donc pour toi, le tournage, c'est vraiment un moment d'une grande liberté. Tu as ton scénario, mais tu acceptes qu'il puisse y avoir de l'imprévu. Tout le temps, surtout dans la mise en scène. Tout le temps, parce que quelqu'un qui est accessible dans l'endroit où on tourne et qui fait partie évidemment des figurants, s'il m'attire par quelque chose, une magie de lui, un sourire, qui fait quelque chose de formidable, de humaine, je me retourne et je le filme. Vraiment. Parce que c'est pour ça que je prends le chef opérateur par les épaules, il est là avec la caméra, il voit rien que devant. Il voit pas derrière. Moi, je vois derrière. Et c'est très important, ce que je vois derrière. Et des fois, il voit pas, donc je le tourne, je le parle à l'oreille, en disant, tu vas filmer à 1m50 pour que fasse le point, quelque chose. Et je le tourne comme ça, exactement vers la face de cette personne qui était vivante, qui avait une âme magnifique, et j'avais envie de la prendre, de le cadrer. Et le chef opérateur tourne et filme ça. J'aime bien, parce que ça me rassure quelque part. C'est comme quand j'écris un scénario chez moi, c'est à Paris, mais après, quand on est au Rajasthan, en Roumanie, en Hongrie ou en Turquie, les choses changent, on n'est pas pareil. Donc le scénario veut rien dire, c'est de la littérature. C'est juste pour dire à un chef opérateur qu'on va filmer comme ça et comme ça et comme ça, et à l'acteur de lui donner le colonne vitae du personnage. Ça veut dire qu'il pense ça, il fait ça, il est timide, ou il est fou, il est très très ému, des choses comme ça, c'est le colonne vitae du personnage. Mais s'il sert qu'à ça, le scénario, il est vide, complètement vide. Et donc, quand on tourne, quand je dis à l'assistant qui fait le plan de travail, attends-toi de valser. Cette séquence peut sauter, avoir une autre, avec des acteurs qu'on ne connaît pas, des personnages qui arriveront, parce que je veux que ça soit vivant. Pour être vivant, il faut être à l'écoute. Donc le scénario, c'est vraiment pour chercher de l'argent. Je vous le dis tous ici, si vous êtes étudiant de cinéma, faites des scénarios béton et après jetez-les. Sur le plateau, jetez-les. Et justement, pour avoir cette grande liberté aussi, tu filmes jamais à plusieurs caméras, tu me disais, et tu filmes jamais avec une Steadicam. Alors, donc la Steadicam, c'est une caméra qui permet de stabiliser en fait l'image, qui fait que quand vous vous déplacez, vous n'avez pas de saute dans l'image. Alors pourquoi est-ce que tu filmes jamais à plusieurs caméras et pourquoi est-ce que la Steadicam, ça t'intéresse pas ?
On ne maîtrise pas 2 caméras, on n'a qu'un regard. 2 caméras, ça veut dire c'est 2 metteurs en scène. Il y a 2 chefs opérateurs, c'est sûr. Le cadre, celui qui fait le cadre, il faut le maîtriser. Et on ne peut pas le laisser aller tout seul comme ça, au milieu de la rue, à faire ce qu'il veut. Il est là, derrière, avec des yeux de metteur en scène. Je maîtrise que le chef opérateur que j'ai choisi. C'est lui qui doit être responsable de l'image avec moi. Et donc, il m'écoute, on est en communion tous les deux. Mais je ne peux pas être en communion de 2 personnes, c'est pas possible. Et donc c'est pour ça que je ne veux pas, dans toutes mes séquences les plus folles et tout ça, il n'y a qu'un plan où il y a plusieurs masters. Donc quand on fait des plans de musique, comme moi je fais, qui sont des musiques de 5 minutes, de 3 minutes, ou des fois 10 minutes, le premier master c'est des gros plans au 50 mm. Pour prendre tout ce qui est à hasard, le premier plan, il y a toujours une magie qu'il n'y a pas dans le dernier plan, quand on tourne plusieurs fois. Et donc, je le fais au 50 pour être très près, pour ne pas rater quelque chose. Après, c'est un master. Une fois que je le fais une fois ou 2, je dis que c'est celui-là le master, et c'est celui-là qui sert pour tout le reste. Et je recommence après. Et donc, je fais plusieurs masters avec plusieurs objectifs différents. Je fais donc le serré, après je fais un plus large, après je fais un autre plus serré avec les mains. Pour le truc, c'est pour faire de la transe dans le morceau, il faut avoir plusieurs plans pour passer d'un truc à l'autre. Pas pour cacher, mais comme dans la vie, quoi. Et donc voilà, tous ces masters deviennent un plan. Donc après, je coupe dedans, mais c'est avec une seule caméra. Et quand tu parles de master, tu parles de plan séquence aussi. Je parle de plan séquence, absolument de tout, parce que la musique, c'est un plan séquence. Si vous coupez dedans, vous recommencez, vous ne savez pas où recommencer, à quelle note. C'est pas possible, c'est impossible. Donc en fait, tes scènes, les grandes scènes de danse, alors pour ceux qui découvriront le cinéma de Tony Gatliff, vous verrez dans tous ces films, il y a des grandes séquences de danse, des grandes séquences de fêtes. Donc tout est tout le temps filmé en plan séquence, et à chaque fois qu'on recommence, on recommence depuis le début, et une autre valeur avec un autre angle de prise de vue. Et puis ensuite, on recommence encore une fois avec un autre angle de prise de vue. Et c'est ça qui permet aussi d'avoir des moments de transe aussi dans exactement, d'accélérer ou de ralentir ou d'aller comme la musique. La musique, elle est accélérée, celle-là. Donc là, à ce moment-là, ça fait tchac, tchac, tchac. Elle suit exactement le tempo. Et le montage, du coup, pour le montage, tu t'appuies beaucoup sur la musique dans ces séquences-là ? Oui, je ne la copie pas. Je ne me sers pas de la musique pour la sensibilité, par exemple. Surtout pas. Pourquoi est-ce que tu n'utilises pas le Steadicam ? Parce que le Steadicam, ce n'est pas vivant. Dès le départ, quand j'ai commencé à faire des films, je voulais que les plans soient vivants. Par exemple, je déteste qu'il y ait un plan avec le pied. Mais la caméra, elle est vissée, elle est sur un boulon, et elle est comme ça, elle est comme ça. Et elle n'est pas du tout la vibration de l'humain. Et donc, quand j'ai commencé à tourner avec ça, j'ai détesté ce plan où on fait comme ça, c'est coupé au rasoir, comme ça. Il n'y a aucune sensibilité dans le plan quand il passe, absolument aucune. Et donc, je me suis dit que c'est très important, la caméra, quand elle est là, à l'épaule, pas comme ça, évidemment. Celui qui a le cadre, le cadreur, respire. Et ça, il y a toujours une respiration. Quand tu avais la pellicule, l'argentique, c'est que ça fait... Ça suit le souffle du spectateur, de moi, de l'acteur, et c'est en osmose avec les humains. Donc c'est pas quelque chose de mécanique, c'est pas quelque chose de rasoir. Et donc le Steadicam, c'est pire. Parce que vous montez les escaliers, vous descendez la colline et tout ça, et vous êtes toujours comme ça. C'est pas possible. C'est comme ça, on marche comme ça. Donc ça fait la vie. Et donc le Steadicam, c'est un plan tue-vie, ça tue la vie. Du coup, ce que tu me disais aussi, parce que j'avais été surprise aussi. Mais en fait, ce que je comprenais chez Tony, et ce qu'on retrouve aussi chez les frères Dardenne, on en avait parlé, c'est que tout à coup, on sent qu'il y a quelqu'un qui porte la caméra, on sent qu'il y a un point de vue, et on sent du coup que c'est pas quelque chose de mécanique, et que c'est quelque chose aussi d'humain. C'est très important de sentir le cœur qui bat. Le cœur qui bat chez l'acteur, le cœur qui bat chez le metteur en scène, chez le cadreur. C'est très important dans un film. Ça s'appelle le tempo. C'est exactement le tempo de la vie. C'est comme la musique, c'est exactement ça. Est-ce qu'il y aurait une autre question ? Oui, bonjour. Je voulais juste savoir, comme vous êtes passionné de musique et amoureux de musique, est-ce que vous êtes déjà tourné vers le clip, le vidéoclip ? C'est juste une petite question en ouverture qui va peut-être un peu au-delà de ce dont on parle là. Voilà.
J'ai passé mon temps, quand j'ai fait la Chaudrome, à refuser, parce que c'est pas un même métier. C'est vraiment pas le même métier du tout. Une fois, je l'ai fait, j'ai fait un clip de Indy Zara qui est venue me chercher du Maroc pour faire son film. Et comme elle n'était pas connue, c'était le début vraiment tout de sa carrière. Et je l'aimais bien, cette petite femme-là, comme ça, un peu berbère, qui chante en anglais. Et ça m'a touché qu'elle est venue faire le voyage pour venir me demander de faire son clip, alors que des archi pas connus du tout, du tout. Parce qu'il y avait les Gypsy Kings qui voulaient que je les filme. Et j'ai dit non. Vous voulez que j'aille en Camargue faire comme ça et tout ça? Et donc, j'aime beaucoup, ils sont sympas, leur musique, elle est entraînante, elle le fait danser le monde, mais c'est pas du tout le même métier que je fais. Et donc voilà, Indy Zara, j'ai accepté pour l'aider, vraiment pour l'aider à se faire connaître. Le clip d'ailleurs, c'est ça qui a été fort, c'est que ça l'a aidé à marcher, vraiment. Et autrement non, les autres, non, je pouvais pas. Oh, mais j'ai filmé Stéphane Hessel aussi. Non, mais j'ai filmé, c'est un grand clip, c'est un grand film qui s'appelait Indignados, Indignez-vous. Et voilà, donc Stéphane est cher, c'est un copain, c'est un manouche que j'aimais bien, lui aussi, parce qu'on buvait des coups. Ah, il y a une question. J'aime beaucoup le documentaire et j'ai vu le film que vous avez fait, Indignados, sur l'Espagne. Est-ce que vous avez aimé faire un documentaire? Est-ce que vous en referez? J'aime bien quand c'est engagé. J'aime bien quand une bonne cause a toujours besoin de nous. N'importe où, a besoin qu'on parle au téléphone, qu'on envoie des mails, qu'on envoie des textos peut-être, et qu'on témoigne, si on nous le dit, pour une bonne cause. Et donc, moi, comme cinéaste, tout d'un coup, je peux faire un documentaire. Et Indignados, ça m'a plu parce que j'étais avec Stéphane Hessel. Et j'ai découvert Stéphane Hessel par son petit livre. Et je voulais absolument parler aux gens à travers son livre, qui a marché dans le monde entier. Mais le cinéma, c'est autre chose. Parler aux jeunes et dire avec Stéphane Hessel, vas-y, parle aux jeunes, toi qui es vieux, toi qui es un maître, parle-leur et dis-leur ce que tu penses, puisqu'il est mort 5 ans après, 6 ans après, il était temps qu'il parle aux jeunes. C'est comme ça que quand on aime les gens, quand ils sont vieux, c'est quand ils nous parlent. Et comme ça, avec sincérité, de Stéphane Hessel, et qu'il nous prévient que nous allons aller toucher un monde assez dur qui va être aujourd'hui, qu'on est en plein dedans. Et donc, voilà, donc dans ce cas-là, le documentaire est nécessaire. Et la participation dans un mouvement d'un cinéaste, c'est toujours nécessaire. Et du coup, là, tu me tends un peu une perche. Les maîtres, c'est quelque chose d'important pour toi. Les personnages de maîtres sont très importants. Tu as déjà, dans ton expérience personnelle, rencontré des maîtres. Donc, je parlais de Claude Simon tout à l'heure, mais il y en a eu d'autres. Il me semble qu'ils ont aussi un lien avec la littérature, qui est assez importante pour toi. Parce que je crois que c'est un instituteur qui t'avait fait aimer la littérature, et tu as un rapport assez privilégié à la littérature. En tout cas, elle nourrit ton cinéma. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? Oui, bien sûr. C'est que moi, c'est obligé de dire un tout petit peu la genèse de le maître. C'est pourquoi on a besoin de maître, pourquoi on écoute. Le maître, c'est pas quelqu'un qui pose des questions pour que toi tu réponds, savoir. C'est pas un flic, c'est pas un juge, c'est pas un psychologue, c'est pas un psychiatre. Le maître, c'est celui qui pose des questions pour t'aider, qui donne des conseils. C'est des conseils plutôt que de dire tu viens d'où, de quel pays, comment tu es, comment tu es arrivé ici en France. Ça s'appelle flic, ça. Et il y a des gens comme ça qui sont des gens qui sont disons maîtres, qui vous parlent en disant t'avais quel âge quand tu es venu en France, et qu'est-ce que tu es venu faire en France, comment tu es venu, avec tes parents, c'est très flic. Alors qu'un maître, c'est quelqu'un qui t'aide, c'est qui te donne des leçons, qui donne des codes pour t'aider. Et donc, quand mon instituteur est arrivé nous, on était enfants, on n'écoutait personne, à part mon grand-père qui est un maître. C'est le seul qu'on allait voir quand on avait un problème. Et on allait voir le grand-père parce que le grand-père avait une parole. Et il n'est pas là pour vous interviewer, pour dire faut pas faire ça, il est là pour te conseiller, voilà. Et le maître là, et cet instituteur quand il est arrivé, alors qu'on n'avait pas d'école chez nous, c'était un bidonville avec un terrain vague immense où il y avait des carcasses de choses tout le temps, machin. Et c'était notre terrain de jeu, notre liberté avec tous les gosses, tous les cousins, tous les frères et tout ça. Et donc ils ont fait en 24 heures, ils ont fait une école.
vraiment une école militaire avec dans le genre Algeco, mais à l'époque c'était pas Algeco, c'était des préfabriqués comme ça, comme ils en ont fait pour les Pieds Noirs quand ils sont arrivés à Toulon et tout ça, et ils ont fait un peu partout pour le harki et tout ça. À l'époque c'était une école avec des grillages, et ils ont mis un instituteur, ils ont mis un gardien, enfin bref tout le truc, et ils nous ont emmenés pour aller à l'école. Ce qui était impossible, c'est que c'était comme Macron un peu aujourd'hui. Excusez-moi, c'est impossible. Il faut comprendre les gens. Il faut comprendre ce qui se passe. Et donc, eux ne comprenaient pas ce qui se passe. Ils ne savaient pas que chez nous, il n'y avait pas de chaise. Il n'y avait pas de table. On s'asseyait par terre. Et nous amener à l'école pendant 8 heures ou 5 heures, assis sur un banc, c'était pas possible. C'est comme exactement comme je dis. Il faut connaître les gens pour leur imposer des choses comme ça. Et donc, voilà. Et donc, cet instituteur, tous voulaient les gendarmes, tout le monde voulait que nous amener à l'école, nous apprendre à lire et qu'on ne bouge pas sur le siège. On passait notre temps à se lever et à partir. Et quand le maître fermait la grille de la cour de récréation et la porte de l'école, on sortait par la fenêtre. Donc, vraiment, on partait à travers champs. Et donc, il ne pouvait pas, et c'était affreux pour lui de nous faire la classe. Et à un moment, il a trouvé un truc fantastique, c'est qu'on a su, en nous parlant et en nous projetant des films, je ne sais pas comment il avait fait ça, avec un projecteur un peu moulinette, qui moulinait à l'huile et au feu, avec du feu. Dans la classe, il nous a projeté un film avec nos parents, tout ça. Et c'était une chose de nous respecter qui a fait ça. Donc, il n'était pas en train de nous dire, il faut venir là, sinon on vous envoie les gendarmes et tout ça. Et il nous a donné quelque chose, un spectacle qu'on ne voyait pas, qu'on n'avait jamais vu de notre vie, c'était le cinéma. Jamais de ma vie, j'étais dans une salle de cinéma. Jamais de ma vie, j'ai vu une photo aussi grande que 24-36. Jamais. Et donc, où j'ai une petite photo comme ça, mais il n'y avait pas de magazine, il n'y avait pas de journaux, on n'avait rien. Et on voyait pour la première fois quelque chose que nous a donné ce maître généreux, qui s'appelait Désherbé, qui venait de France. C'était un PSU révolutionnaire à l'époque, et qui nous a projeté sur le tableau noir. Il a mis un drap et mis l'écran. Et c'est la première image, c'était un rêve, c'était le générique. Le générique, c'est un rêve. Parce que comment ça bouge les lettres, comment ils arrivent, ils partent, ils s'envolent, ils repartent. Et c'est ça, j'étais ébahi devant le générique déjà. En disant, mais c'est quoi ça, pourquoi ça part comme ça? Et ça va où? Et ça va où? Et donc c'était le générique de Jeux interdits. Et donc après, on a vu apparaître une petite fille qu'on n'a jamais vue de notre vie, quelqu'un comme ça, une martienne, qui sentait déjà la savonnette, rien que sur l'écran. Non, mais nous, on n'avait pas savonnette, hein. Et donc, il sentait la savonnette, elle était blonde, blanche, et ce que les Pieds Noirs, ils étaient tous noirs, il n'y avait personne qui était blond. Et donc, on ne voyait pas cet être magnifique, belle, et tout. Donc, c'était quelque chose de génial. Et l'émotion, la guerre, tout ça ne nous impressionnait pas, parce qu'il y avait la même chose en Algérie. Quand j'étais enfant, j'ai vu plein de morts, deux ou trois, c'est déjà plein. On n'était pas impressionné par la guerre, mais j'étais impressionné par ça, par cette petite fille, son chien qui est mort, et puis elle allait chercher, elle allait dans la campagne, et elle voyait des vaches, et les vaches, je n'ai jamais vu des vaches comme ça. Des vaches aussi énormes, laitières. Chez nous, c'était des maigres, il n'y avait pas de lait, on avait le lait en poudre. Et donc, ces vaches qui étaient en France, quand on ne savait pas que c'était la France, et là-bas, derrière le soleil, derrière la mer, mon instituteur avait une parole de maître. Mais ce n'est pas un maître d'école. Il avait un maître, comme un maître soufi, comme un sage, et parce qu'il avait parce que pendant longtemps, je me souviens, c'est qu'il avait tout le côté révolutionnaire, qu'il était venu s'engager, être maître d'école pour aider le FLN en cachette. Et il ne le faisait pas, sinon il était en prison. Et donc, voilà. Et donc, c'est un maître. On écoute un maître. On n'écoute pas quelqu'un qui vous assomme de choses. Donc, c'est un personnage qui est très présent dans tes films. Et donc, pour ceux qui vont faire des films plus tard, c'est important d'avoir des personnages comme ça, des personnages très forts qui reviennent de film en film. Et alors, dans Swing, en fait, c'est la base du film, cette rencontre avec le maître qui joue de la guitare, qui a un savoir. Et donc, je voulais qu'on regarde cette séquence.
voudrais prendre des cours de guitare manouche. Oh là. Et t'as une guitare? Oui, une belle. Et Swing m'a dit que vous donnez des cours. Ah. Et qu'est-ce que tu donnes en échange? Est-ce que tu sais lire? Oui, bien sûr. Et écrire aussi? Oui. Alors là, on a une rencontre avec un maître et avec un échange aussi, parce que c'est toujours dans tes films, en fait, ce qui me touche beaucoup, c'est l'intergénérationnel. On en parle souvent ensemble. Le fait que ce ne soit pas focus sur une seule génération, mais qu'en fait les générations se parlent et elles s'enrichissent les unes des autres. On a vu du coup Isidore et Stéphane, qui est interprété par Romain Duris dans Gadjo Dilo. Et là, c'est la même chose. On sent qu'il va y avoir un enrichissement mutuel. Est-ce que tu peux nous parler un peu de Swing, puisque tu me disais que tu aimais beaucoup ce film? Oui, j'aime beaucoup ce film parce que le personnage principal, Chabolo, je l'ai rencontré pour l'Achodrome, hein, donc en 1990. Et donc il était dans la choucrouterie de Strasbourg où il jouait le soir. Et franchement, il jouait pour une canette de bière, alors qu'il avait 6 enfants. Hein. Et donc, je me disais, quand je l'avais vu, moi, la première fois, pour l'Achodrome, il jouait avec aussi. Et je me suis dit, un grand guitariste comme ça, qui fait la manche, c'est pas honteux de faire la manche. Mais il est évident que maintenant, je pense qu'il doit gagner dans les 5 000 € à chaque concert. C'est autre chose qu'une bière, une canette de bière. Et que c'est dommage que ce talent-là soit dans une brasserie. Et je me suis dit, c'est pas possible, il faut absolument qu'on fasse quelque chose. J'ai fait la Chaudrome. Lui, il n'a pas été connu à ce moment-là. Et donc, je suis revenu 10 ans après à Strasbourg. Et j'ai été voir Chabolo et aussi ses cousins. On ne voit jamais quelqu'un seul. On voit avec les cousins, avec le père, avec tout le monde. Et je leur ai dit, voilà, on va faire un film sur Chabolo, et parce qu'il faut quand même le faire connaître dans le monde. Et voilà. Et donc on va faire sa vie. Je vais le suivre. C'est pas un documentaire, c'est une fiction, mais comme sa vie. Et voilà. Et donc ils étaient tous d'accord en disant Chabolo seulement. Je voulais pas. C'est pas que je voulais pas les autres, mais je voulais axer sur Chabolo. Et voilà, donc après, quelques temps après, je suis revenu avec le scénario et j'ai fait que la vie. C'est vraiment la vie. Quand je suis arrivé chez Chabolo, il y avait Thomas Dutronc, je sais pas, il devait avoir 19 ans, et qui sortait avec sa guitare sur le dos, protégé par les manouches pour aller prendre le train. Et Thomas Dutronc, pour moi, c'était comme ce petit gamin. C'est exactement pareil. Et il était pas amateur, mais il était peureux, comme ça. Mais il allait prendre des cours chez Chabolo, dans le truc. Et à Strasbourg, dans la cité de Chabolo. Et donc voilà, et donc quand j'étais assis pour parler avec Chabolo, il m'a joué un peu de musique, et déjà, il m'a amené un plat rempli de cuisses de poulet, frit. Alors, je fais attention à ce que je mangeais quand même, un peu. Et donc, la générosité manouche, la générosité des gens du peuple manouche, c'est que tu manges, et tu refuses pas de manger. Tu dis pas non, non. Et donc, on mangeait, et après, il me donnait un autre poulet, une autre cuisse, et après une autre cuisse, et après une aile, et après, je dis, oh, arrête, ça va. Oui, mais si, ça me fait plaisir. Je dis, attends, c'est moi qui mange. Voilà. Et donc, c'est ça que j'ai mis un peu dans le film. Et c'est vraiment, c'est pareil, c'est comme le maître. Il a une façon d'enseigner la musique qui est à lui, mais pas du tout en train de dire, attends, mais regarde ce que je fais là. T'as vu ce que je fais avec la corde? Toi, il n'est pas didactique, quoi. Il connaît la musique, mais il ne connaît pas l'écriture. Et l'enfant, je voulais absolument le filmer comme moi, quand je regarde une guitare, ou comme tous les souvenirs de Django Reinhardt, quand il était enfant, et avec son père, il était sous la table, et il regardait les plans. Ce qu'il disait, c'est les plans. Et il regardait les mouvements des doigts. Les mouvements de doigts et les mouvements de main. Il n'écoutait pas la musique. Et il regardait devant l'orchestre les mains, les doigts, pour prendre les plans, comme on dit. Ce qu'a fait Thomas Dutronc. Quand il allait voir Chabolo, il prenait les plans. Et donc voilà, de ce gamin, je ne faisais pas des gros plans sur le manche de la guitare ou sur les doigts de Chabolo pour montrer comment il joue bien. Je voulais le faire pour voir comment il joue. Ça se voit dans le montage, puisque tu n'arrêtes pas de l'alterner avec le regard de cet enfant, et tu joues sur des échelles de plans qui font qu'on comprend très très bien que l'enfant est en train d'observer et d'enregistrer ce qui se produit. Est-ce qu'il y aurait une question? Merci. Je pense que vous êtes bien placé pour des réponses aux questions. Je veux savoir
lien entre la musique et le cinéma? Pour moi, c'est quelque chose de viscéral. C'est quand j'ai fait la Chaudrome, il n'y a pas une parole. Franchement, il y a peut-être un mot, et en plus que je ne traduis pas. Il n'y a pas de parole. Je traduis les chansons, mais il n'y a pas de parole. Parce que la parole, comme disent les gitans, elle est menteuse. Vous pouvez dire ce que vous voulez à la parole. À la musique, non. C'est la musique, vous ne pouvez pas dire ce que vous voulez. Il y a des temps, elle est organisée, c'est clair. C'est-à-dire que si vous ne savez pas jouer de la musique, vous ne pouvez pas tricher. Avec la parole, vous pouvez tricher. Sans être intelligent, vous pouvez tricher. Non, voilà. Et c'est pour ça que je voulais que dans la Chaudrome, ne pas utiliser la parole et de faire que ce qui est payant, ce qui est tout de suite clair et net, c'est les gens qui jouent. Parce que ceux qui ne jouent pas bien, on ne les entend pas. Ils ne sont pas là. Parce que faut tenir un violon, il faut sortir les sons. Voilà. Et donc, pour moi, la musique et l'image, c'est vraiment deux choses qui sont ensemble et qui ont toujours été ensemble dans ma vie d'enfant, dans ma vie d'aujourd'hui. Je vous assure, plus que la parole. Évidemment, il y a la littérature, c'est aussi une musique. Dans la musique aussi, tu t'en sers beaucoup pour montrer une autre forme de communication possible entre les gens. Et par exemple, dans Gadjodilo, c'est assez rigolo parce que c'est un personnage qui cherche une musicienne. Il ne parle pas le rome. Et il l'apprend au fur et à mesure du film, mais ça lui permet en fait d'être déjà dans une forme de communication avec une communauté à laquelle il n'appartient pas. Et il y a souvent ça chez toi. La musique, elle sert quelque chose de l'ordre de l'interculturel et de l'intergénérationnel. Oui, c'est comme une sorte de jouissance, comme on mange, comme d'être ensemble avec des amis. C'est un moment très important. Et donc, quand un musicien me joue de la musique, je sais quand il rentre en contact avec moi ou pas. Et je sais que quand un moment, pas pour me manipuler, c'est la musique qui manipule, c'est pas bien. Mais je sais quand un musicien joue, je sais quand on est ensemble, en communion, tous les deux, moi qui joue pas, qui écoute, et lui qui joue. C'est très important. Donc tous les musiciens, quand ils jouent à quelqu'un, de la musique, c'est vraiment rentrer, et toi, par ton œil et tes yeux, et peut-être ta bouche, si tu as envie de sourire, si tu as envie d'être triste et tout, tu lui communiques aussi ce que tu entends. C'est un rapport extraordinaire, c'est vraiment un rapport de jouissance, comme je vous ai dit, quand on fait un repas entre amis, et que c'est un repas magnifique, et qu'on est bien tous ensemble. Et la musique aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est toujours à un moment donné... Le mot qu'on utilise à l'université, c'est diégétisé, c'est-à-dire qu'on a toujours les personnages musiciens qui sont là, et en fait, les musiciens, dans le film, ils font partie de ton histoire. Ils sont jamais là, juste... La musique, elle est rarement là, en dehors des musiciens. Elle peut, mais à un moment donné, elle est toujours rattrapée par une présence des musiciens. Pour toi, c'est important de les filmer, les musiciens. Absolument. Ils font partie de l'histoire, et surtout, ils font partie du monde que je raconte. C'est pas du tout du spectacle, bien que deux fois ça peut l'être. Par exemple, dans Exil, la séquence de la transe, ça existe. Mais par contre, c'est des gens qui sont ensemble et qui partent dans une transe guérisseuse. C'est carrément de la médecine qui soigne. Et donc, et à ce moment-là, je la montre pas du tout pour dire regardez comme c'est virtuose, regardez comme c'est fort, ou je sais pas quoi. Non, c'est parce que regardez, on rentre tous en transe. Peut-être qu'on peut regarder un extrait de Van Gogh. Alors Van Gogh, tu ouvres le film avec une séquence de fête de jour, et elle a un peu son contrepoint au milieu du film avec sa version nuit. Et la version nuit est un peu moins sage que la version de jour. Et dans la version nuit, c'est plus long. Il y a cette idée de transe. Et il y a cette présence de l'ivresse dont on parlait tout à l'heure. Alors peut-être qu'on peut regarder l'extrait et en discuter après. ¡Qué bonito! ¡Ole! Buenas noches. ¡Vivan los poros! Hola, Diego. Yo me voy a repar las muñecas al caído un pingo, Sí, ¿qué pasa? ¿Qué hay, Alejandro? ¿Qué pasa? Mira, Antonio, quiero una copita, Anselmo.
¿Cómo estamos, Paco? Bien, bien. Vale la pena, ¿no? Dame la botella, dámela. Toma, vamos allá. ¡Qué bonito! ¡Andalucía! Dame la 3000, dame la toma. ¡Al los gitanos! ¡Arte puro! ¡A la rama negra! Vamos allá. Para mí siempre será la mayor de mis riquezas. Para mí siempre será la mayor de mis riquezas. El tenerte rosas bellas y a mi amor de compañera. El tenerte rosas bellas y a mi amor de compañera. Arrincónamela, échamela al rincón. Que casada la quiero, que soltera mejor. Que soltera mejor, que soltera mejor. Arrincónamela, échamela al rincón. Arrincónamela, échamela al rincón. Que casada la quiero, que soltera mejor. Que soltera mejor, que soltera mejor. Arrincónamela, échamela al rincón. ¡Ale! ¡Ale! Me llamas criminal porque te quité el cuchillo. Me llamas criminal porque te quité el cuchillo. Yo lo hice por tu bien, por no verte en un presidio. Yo lo hice por tu bien, por no verte en un presidio. Arrincónamela, échamela al rincón. Que casada la quiero, que soltera mejor. Que soltera mejor, que soltera mejor. Arrincónamela, échamela al rincón. Arrincónamela, échamela al rincón. Que casada la quiero, que soltera mejor. Que soltera mejor, que soltera mejor. Arrincónamela, échamela al rincón. ¡Ale! ¡Vamos allá! ¡Caco! ¡Caco! Aquí no le vamos allá, la bomba. Que se vende más para arriba. Eso es, suelta el plato, que se vende hielo, que se vende más para arriba. Que lo que se venda aquí son naranjas de la China. Que lo que se venda aquí son naranjas de la China. Arrincónamela, échamela al rincón. Que casada la quiero, que soltera mejor. Que soltera mejor, que soltera mejor. Arrincónamela, échamela al rincón. Arrincónamela, échamela al rincón. Que casada la quiero, que soltera mejor. Que soltera mejor, que soltera mejor. Arrincónamela, échamela al rincón. Sin salirnos del compás. Retírate. Ay, qué lástima de mi Caco. Ay, qué lástima de mi Caco. Pepa. Alors dans cette séquence, il y a plusieurs choses qui m'intéressent. Déjà, elle fait écho à la première séquence, elle en est comme le contrepoint, donc ça c'est aussi quelque chose d'intéressant et à considérer pour ceux qui font du montage. C'est-à-dire que le montage, c'est pas uniquement
le bout à bout, les scènes mises après les autres, c'est la façon qu'ont les séquences de résonner les unes avec les autres en dehors de la continuité qu'on va proposer. Donc les voyages que le film nous fait faire à l'intérieur même. Et ce que je trouve très beau, c'est que dans toutes tes scènes de fête, elles sont longues. On retrouve la mise en scène dont tu nous as parlé tout à l'heure. Vous avez vu, je ne sais pas si vous avez remarqué, les gros plans sur les mains, les attitudes des visages, tout le travail de mise en scène dont tu nous as parlé à partir des masters. Mais aussi, je trouve que tu encadres tes séquences. C'est ça qui est très beau. Et là, donc, on commence avec en plan plus large, avec un personnage qui monte de dos, accompagné de 2 jeunes femmes, qui finit de face dans un plan plus serré, toujours encadré de 2 femmes. Et donc, en fait, tu crées un motif qui permet de nous amener dans la scène et qui nous permet de nous en faire sortir. Et je trouve que c'est une belle leçon aussi de mise en scène. Tu les crées comme des blocs, en fait, ces séquences-là, j'ai l'impression. Qui se répondent avec un écho. C'est très important, l'écho. Par exemple, la première scène, quand on rentre dans le film, c'est une scène soufie qui veut dire la même chose. C'est des gens qui se rassemblent. Il y a les publics et puis les musiciens, tous se rassemblent pour écouter de la musique, faire de la musique et parler de l'âme. Le soufisme, c'est une musique qui parle à l'âme. Le texte, tout parle à l'âme. Et donc, qui s'élève et tous rentrent en communion vers quelque chose de beau, humainement. Quelque chose où le malheur n'existe pas dans la musique soufie. Chez Rumi ou chez Omar Khayyam, il n'y a pas de malheur. Parce qu'il voit le malheur, Omar Khayyam, d'une autre façon. Il dit sois heureux un instant, car cet instant, c'est ta vie. C'est un conseil qu'il donne. Et c'est exactement ça, le soufisme. C'est pas quelque chose qui nous étale son malheur. Cette séquence qu'on vient de voir, c'est une séquence très, très belle aussi sur la communion des gens entre eux. Il y a de l'alcool, il y a tout, il y a la danse aussi, mais ça parle de malheur et de malédiction. Donc c'est pour ça que cette musique, elle est forte. Parce qu'elle nous ressemble, nous, là, parce qu'elle nous ressemble, parce que c'est quelqu'un qui est frappé par le chagrin, il a perdu sa fille dans le film, et qui est inconsolable. Et donc cette musique-là, c'est la seule qui soigne. C'est comme qu'elle rappelle à la malédiction que nous avons tous à un moment ou à un autre. Et donc les deux ont la même chose, c'est-à-dire la transe. Même dans la malédiction et dans la beuverie et dans la fête et dans la danse flamenco, c'est une sorte de malédiction que les musiciens, les danseurs et les chanteurs expriment dans la réunion et qui devient une transe autre que les soufismes. Et du coup, tu faisais référence à 2 philosophes, et notamment Rumi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de qui il est, parce que je ne suis pas sûre que les étudiants le connaissent, et à quel point il est important pour toi, parce que c'est quelqu'un que tu évoques souvent, et dans la façon que tu as de penser l'ivresse, puisqu'il l'a pensé aussi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de lui ? Oui, moi, quand j'ai découvert Rumi, je venais évidemment, moi je viens de l'Algérie, évidemment on n'est pas musulman, je crois pas, enfin, ma famille était athée. Et donc je sais très très bien la valeur de la morale religieuse, qu'il soit chrétienne et autre. Hein. Et donc quand j'ai lu Rumi il y a longtemps, vraiment quand j'ai commencé à écouter de la musique soufie, ce qui m'a tout de suite parlé, c'est que c'est un homme, un religieux fantastique, mais c'est un dissident de l'islam, un dissident de la religion. Et il a sa religion, c'est que le soufisme, qui parle que tout ce qui est interdit, c'est bien aussi. Mais pas tuer, pas frapper, mais par contre de l'ivresse. Il aime le vin, il aime les femmes, tout le contraire de toutes les religions qu'on connaît. Il est quelqu'un qui parlait de la vie. Et voilà, donc quand j'ai écouté ça, après en lisant aussi Omar Khayyam, tout d'un coup j'ai grandi, j'ai vraiment grandi. C'est pas que je disais, c'est pas que c'est bien de boire, c'est pas que c'est bien d'aimer les femmes, c'est pas que quand on est religieux je parle. Et c'est pas que c'est bien, c'est-à-dire c'est comme ça, c'est la vie, c'est cette vie que moi je veux mener. Qu'on m'interdit pas quoi que ce soit par moralité. Et donc Omar Khayyam dit des choses extraordinaires sur la vie, qui m'ont beaucoup servi. Que, par exemple, sois heureux un instant, car cet instant c'est ta vie. Il n'y a personne qui peut vous dire non, sois heureux là, ou alors attention, ou alors on passe des heures et des années à être heureux un tout petit peu alors qu'il faut être heureux tout le temps. Vous voyez ? Et donc voilà, donc Omar Khayyam et Rumi, c'est vraiment un des maîtres qui ont été très importants, que j'ai lu et que j'ai adoré, qui m'ont fait avancer.
Oui, c'est d'autres maîtres aussi, des maîtres autres que religieux, ton instituteur. super religieux. Est-ce qu'il y aurait une question dans la salle? Oui, ça y est. Tout d'abord, merci. Je voulais revenir sur la scène de fête. En général, sur vos scènes de fête dans vos films, est-ce que vous tournez plusieurs fois avec les mêmes musiciens, des plans séquences pour pouvoir les monter? Comment est-ce que vous procédez pour garder cette énergie, pour nous plonger dedans, tout en ayant plein de regards, de points de vue, de personnages différents? Je voyage vraiment beaucoup quand je commence à faire un film. Et le fait quand il y a la musique dans mes films et que je vais dans un voyage à la rencontre des musiciens, je suis heureux, mais vraiment heureux. Je suis sur les routes, je suis impatient, je me dis qu'est-ce que je vais trouver. Et je vais, par exemple, quand j'ai fait La Ciodromo Ghiacciolino, j'ai fait toute la Roumanie. Je suis allé partout, vraiment de Timișoara jusqu'à Cluj, jusqu'aux montagnes de Transylvanie. Et je regardais, et j'allais dans les endroits où il y avait de la musique populaire. J'allais dans les endroits où il y avait que des flûtes, en Transylvanie, vers Sătomare. Il n'y avait que des flûtes, parce que c'est une tradition de berger. Et donc j'avais devant moi 20 flûtes. Et je trouvais ça génial. Mais les 20 flûtes, c'est pas des pipeaux. Il y a le pipeau, mais aussi il y a le nez. Et quand il y a cette musique de vent, quand j'étais dans un village et qu'ils étaient tous en train de me jouer la musique, j'étais heureux. Je me dis, mais où je suis? Qu'est-ce que c'est beau! C'est magnifique, vraiment beau. Et donc voilà, je m'enrichis comme ça, et je vais partout, et ça rentre, et je sais, c'est qu'un jour, j'ai besoin de flûte, je sais où il y en a. Et donc je m'enrichis comme ça, et quand j'ai fait Vengo, je suis allé partout, bien avant, 15 ans avant, j'ai fait toute l'Andalousie, vraiment l'Andalousie, et en Extremadure. Parce que l'Extremadure, j'avais appris que par Camarón de la Isla, c'est là où il prenait ses sources musicales de flamenco. Parce que c'est là où ils sont les purs. C'est pur parce que c'est encore sauvage, encore paysan. Les marchands de disques n'étaient pas rentrés là-dedans, vers la Sătomare. Et donc, je vais partout, dans tout. Je connais les musiciens. Après, je vieillis un peu. Au bout de 15 ans, je revois les musiciens. Je vois des jeunes nouveaux que je n'avais pas vus, des danseuses qui sont émergées. Et c'est ça, la richesse, quand je commence à faire un film sur une sorte de musique, c'est que je connais tout. Je vous assure. Mais j'ai pas fait de livre. J'ai pas écrit de livre sur la musique. J'ai vécu tout ça. En fait, je me demandais si vous demandiez aux musiciens de jouer plusieurs fois le même morceau. Combien de fois vous retournez le même morceau pour obtenir cette force? La musique populaire, flamenco, ou musique zigane, ou musique arabe, ou le amané, ou la musique grecque, c'est la musique populaire. Et donc, avec les musiciens, qui sont souvent des jeunes ou des vieux qui sont dans la tradition, ils ne savent pas changer leurs morceaux. Les vieux, ils font toujours le même morceau depuis 40 ans. Donc, c'est impossible de leur changer. Mais par contre, avec les jeunes, que je trouve et tout ça, on peut changer. Et je parle avec eux souvent et on change le tempo. On change de tempo, on amène des percussions, on amène autre chose, parce que le monde vieillit, le monde se rajeunit, et que les oreilles ne sont pas les mêmes aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Donc je demande aux musiciens de suivre un peu le temps et de dire on change. Bon, comme je suis musicien aussi, je travaille avec eux, on travaille avant. Il y a des morceaux où on ne travaille pas du tout tellement ils sont beaux, mais il y a des morceaux où on travaille comme Nassi en Alamo. C'est la chanson qui est très très célèbre dans Vengo, qui vient de Grèce, mais que j'ai changé avec les paroles, avec la musique, avec tout, qui est devenue une chanson très très célèbre. Et donc voilà, donc celle-là, on a travaillé dans un marché couvert en Espagne, à côté de Huelva. Et donc on a sorti cette musique-là qui est dans le film et qui est partout sur Internet. Voilà, donc c'est un travail qu'on fait avec les musiciens, mais qu'on change des fois, parce que la musique populaire est vivante. Au départ, elle n'était pas comme ça, peut-être elle était très minimaliste, et après on l'amène un peu plus, et après on la calme, on arrive aussi à faire d'une façon très jolie, minimaliste aussi. Voilà, donc c'est un voyage musical qu'on fait. Est-ce qu'il y aurait une autre question? Oui, Guillaume. Oui, Tony, ça a été dit, tu filmes dans le présent,
dans l'extrême présent, mais en même temps, on a l'impression d'avoir affaire à un cinéma qui puise ses racines dans l'immémorial. Et ce que je trouve magnifique, c'est qu'à chaque fois, on est dans le monde contemporain, tu peux parler de la crise, etc. Mais on est aussi enraciné dans un monde très ancien qui vient de très loin et qui fait qu'on rentre dans une forme de poétique ou de mythe, voire de mystique. Est-ce que tu as conscience de travailler cela ou est-ce que ça vient tout simplement parce que, comme tu le dis, tu travailles dans l'oralité, dans quelque chose, des racines, mais ton cinéma, il est là, dans cette articulation de l'extrêmement ancien et de l'extrêmement contemporain. C'est-à-dire, je crois énormément au rêve, je crois à l'irrationnel. J'aime pas quand je tourne un film et d'être rationnel. C'est quelque chose que c'est comme si je coupe un bout de bois, quoi. Donc le cinéma, ça a une âme, c'est sûr. C'est des êtres humains qu'on filme. Ils ont une âme. Et nous, cinéastes, on parle de l'âme. On ne parle pas de rien, on parle des hommes et des femmes et de l'histoire. Et dans ça, il y a la mémoire collective. La mémoire collective dépasse les gitans, dépasse les autres, dépasse tout le monde. Elle devient collective de tous, parce que les gitans sont inspirés de la musique non gitane, à travers le temps, à travers les 9 siècles qu'ils ont traversés, et ils ont enrichi cette musique des autres. C'est pas, les musiciens, c'est pas musique gitans, c'est pas eux qui ont créé la musique gitane. Ils ont pris et ils sont devenus des interprètes auteurs, des interprètes de génie. C'est ça. Et donc c'est une musique collective, une musique qui appartient à toutes les ethnies du monde. Et c'est pour ça que l'Atchodrome, partout où il a été, même en Inde, en Amérique, partout les gens sont reconnus dans cette musique-là parce qu'elle fait partie de la mémoire et c'est très important. Donc c'est ça que je sens quand je commence à faire un film. Et je suis un peu, quand je commence à l'Atchodrome, c'est un grand voyage d'1 an et je suis un peu possédé, je vous assure, pas possédé comme un malade, mais disons que je suis possédé par mon film, par les gens. Et il m'arrive des choses, tout d'un coup on cherche des nomades au début du film. Dans l'Atchodrome, on est au Rajasthan, il n'y a pas de nomades. Il faut faire tout le désert de Tarn en hélicoptère pour les trouver, mais ça, j'ai pas fait ça. J'avais pas les moyens. On était 6 en petite camionnette, et on sillonnait le désert de Tarn et un peu partout en Inde, en Rajasthan, pour essayer de trouver ces fameux nomades qui sont vraiment l'origine des gitans qui sont partis de l'Inde. Et donc, on ne les trouvait pas. Et c'est pendant 15 jours, on faisait de la voiture, on s'arrêtait, on demandait, on ne les trouvait pas. Et à un moment, j'étais à l'arrière, comme ça, devant. Et j'étais pas désespéré, mais oh là là, on n'avait pas beaucoup de temps, parce que il y avait le technicien avec moi. Hein. Et à un moment, là, pendant que je disais ça, hein, je dis au chauffeur d'arrêter, parce qu'il y avait quelqu'un sur le bord de la route. Et il y a toujours en Inde quelqu'un sous un arbre, à l'ombre, et on ne savait pas qui c'est, tu ne sais pas qui c'est, mais peut-être que c'est quelqu'un qui attend en bus. Et je dis arrête. Tiens, essaye, demande-lui ce qu'il veut, est-ce qu'il veut qu'on l'amène, et demande-lui aussi s'il ne connaît pas les Guadalajara. On s'arrête, et c'était un des cousins de Jean des Guadalajara. Après, il a dit, bien sûr, je sais, ils sont nombreux, mais moi je sais où ils sont. Ils sont là, pas loin, à 60 km. On l'a amené avec nous. Je ne revenais pas. On l'amène, il nous amène dans des trucs, machin qu'on n'aurait jamais trouvé. Et ils étaient là, campés derrière un village vraiment de bêtes, d'animaux, tout ça. Et ils étaient tranquilles là pendant tout. C'est vraiment comme au Moyen-Âge. Et voilà, donc c'est ça. Et donc ça veut dire, et je disais à mon assistant, ami, copain, j'ai l'impression que c'est un ancêtre qui vient de me parler. Parce que ça fait téléguider. C'est pas vrai, c'est pas un hasard, c'est pas quelque chose où tu fais, tiens, on le prend, il va nous dire. Non, c'est quelqu'un qui me l'a mis. Et j'y crois à ça. J'y crois fort, très très fort à ça. Et pour rebondir sur la question de Guy, justement, finalement, sur ce côté atemporel dont tu parles, Guy, il y a ça dans Jam. Si tu nous racontais un peu la genèse de Jam, parce que c'était une histoire au début qui a été rattrapée par l'actualité des migrants. Oui, moi je voulais faire un film sur le rebetiko. Le rebetiko que je connais depuis très très longtemps, depuis 30 ans. J'étais jeune metteur en scène avec mon premier film, j'allais en Turquie. J'étais payé un peu pour aller faire tout le tour de la Turquie avec mon film et projeté partout. Donc à l'époque, il y avait des trains qui mettaient, je sais pas combien d'heures pour aller d'un endroit à un autre. Et donc je faisais ça en train et j'allais à Izmir, de Istanbul, j'allais à Izmir. Et à Izmir, j'ai projeté mon film Les Princes devant les étudiants.
Et il y avait un attaché culturel qui m'a reçu, qui a fait un pot après. Et il y avait des cinéastes turcs et des critiques. Il y avait un vieux critique dans le genre vraiment pur et dur. Et donc on parlait avec l'attaché culturel qui me disait qu'il a beaucoup aimé le film. Parce que Les Princes, c'est un film de révolutionnaire. Et donc on parlait comme ça, et le critique écoutait, et donc à un moment il se lève, il avait un verre de vin comme ça, et il lui dit au monsieur, il lui disait, vous aimez le film avant ou après le vin rouge? Il voulait me dire des choses à moi en disant que, bon, ton film n'est pas là. T'es pas avec les petits fours et les attachés culturels qui comprennent rien et qu'ils veulent vendre leur salade. Et en fin de compte, après, il m'a dit, il m'a parlé du film, et lui, il a aimé le côté révolte, le côté guerre, c'était un peu le point levé. Et il m'a dit, est-ce que tu connais le rebetiko? Je lui ai dit, quoi? Non, je connais pas. Je connais la musique turque un peu, parce qu'elle ressemble à l'Orient, côté oriental, un rythme ternaire. Et il m'a dit, mais il y a la Turquie, c'est un rythme binaire. La Grèce, c'est un rythme binaire, occidental, qui va très bien avec le rythme avec la Turquie, avec le rythme oriental. Et ça s'appelle le rebetiko. Et donc, je dis, ok. Et il m'a dit, si vous allez à Athènes, allez voir ça, ça vous plaira. Voilà, c'est à partir de là que c'est devenu extraordinaire, parce que je suis allé en Grèce, à Athènes, une année après, et tout de suite, je voulais qu'il m'amène dans des cabarets rebetiko. J'avais jamais vu une ambiance aussi dingue que dans les cabarets rebetiko. Il y avait de la malédiction dans les chansons et dans les musiques, puisque quand ils étaient chassés des sbires, et de la Turquie partout, d'Anatolie partout, les Grecs qui habitaient là pendant 7 siècles étaient comme les Turcs par les Turcs, mais ils étaient Grecs. Et donc ils sont partis tous à travers la mer, virés par Atatürk, parce qu'ils étaient en guerre, et tous, ils étaient jetés à la mer, vraiment, avec des bateaux, n'importe quoi. Il y avait un feu énorme qui avait ravagé Esmir, et tous étaient là comme les migrants que j'ai vus après. Les marines qui étaient là de la coalition, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, n'ont pas bougé, ne nous ont pas sauvés, parce qu'ils avaient peur. Et donc voilà, et donc j'étais là en train de penser à un film sur le rebetiko. J'ai commencé à faire le scénario, j'ai fait le tournage, les repérages, et tout d'un coup, j'ai commencé en plein d'écriture et de repérage en même temps. J'habite à 500 mètres de la Bonne-Bière et de Bataclan, qui était mon endroit où j'allais écouter de la musique tout le temps. Dès qu'il y avait la musique, j'allais là. Et donc, c'était l'endroit où j'étais là. Et donc, quand il y a eu toute cette fusillade terrible qui dépassait tout, qui dépassait le pourquoi on était là, qu'est-ce que se passe, ces gamins, pourquoi ils font ça, ces minots, et pourquoi ils tuent les minots. Ça va? Oui. C'est incompréhensible pourquoi on fait ça, c'est incompréhensible à Paris, pourquoi on nous laisse faire ça, voilà ça. Et donc j'ai abandonné mon scénario en disant c'est pas possible, tout ça ne sert absolument à rien, ça sert pas le monde. Après évidemment je l'ai repris, c'était Charlie après Charlie. Et donc après dire à quoi ça sert le cinéma, à quoi ça sert ce qu'on dit, à quoi ça sert les films qu'on a fait, à quoi ça sert de parler avec des gens. Si c'est comme ça, parce qu'il y a des gens qui abîment tout. Et donc voilà, donc j'ai abandonné, je me suis dit, mais je ne fais pas mon film, je m'emmerde, mais je ne peux pas. Et après, au bout de 6 mois, je me suis dit, si, il faut, parce que c'est important de parler parce qu'on parle de la même chose finalement, je vais parler de ça. Et donc j'ai pris ma caméra, j'ai mis mon équipe, je suis parti à Lesbos, et j'ai commencé à faire les premiers plans à Lesbos, et là, il y avait tout ce qu'on a vu sur Internet. C'était un truc de dingue, un débarquement. Et donc voilà, et je me suis dit, mais pourquoi ça tombe sur moi? Parce que moi, j'ai commencé à faire avec le rebetiko. Et ça, c'est presque un flashback de ce qui s'est passé avec les gens qui sont partis, des Grecs qui sont partis, qui ont créé le rebetiko. Et donc, ces gens qui étaient les Syriens, un peu partout, l'Orient, qui a débarqué comme ça partout, avec l'Afghanistan, les Africains, tout le monde a débarqué là, c'était une sorte d'image. Et après, je me suis dit, mais moi, je ne suis pas cinéaste du moment, je ne peux pas filmer ça. Pourquoi ça m'appelle comme ça? Moi, je ne veux pas filmer tout ça. J'étais très peiné.
plus aussi peiné que quand il y a eu les fusillades chez nous dans le 11e. Et donc j'ai pas filmé, j'ai dit non, je suis pas voyeur. Et donc voilà, et après donc ça a foutu mon projet en l'air, alors j'étais en préparation de tournage un peu. Et puis au bout d'un moment, quand c'est un peu tassé, je me suis dit, alors je vais filmer quand même, mais je vais filmer que des traces. Je vais pas filmer les gens. Je ne veux pas filmer les enfants. Je ne veux pas filmer les femmes qui étaient comme transis de froid et tout ça. Je ne veux pas filmer ça. On ne peut pas faire du cinéma avec un machiniste qui pousse un bateau pneumatique avec une vieille dame, un petit garçon, un monsieur et 4 personnes derrière africains et lui qui pousse comme ça et la caméra qui suit. On ne peut pas faire ça. C'est-à-dire, on ne peut pas fabriquer l'émotion à partir de la réalité qui vient de se passer il n'y avait même pas un mois. Et donc voilà, après, je trouvais qu'il fallait filmer les traces. Et c'est les traces qui ont été les plus importantes tout le temps. Dans tous les temps, c'est les traces qui nous intéressent. Comme pendant la dernière guerre avec les Juifs et les Tziganes. C'est les traces qui nous ont emmenés là. On n'a rien vu. On a vu les films documentaires, mais c'est quand on va là-bas, dans les camps, qu'on voit que les traces. Et là, ça fait un choc. Ça, c'est les derniers plans de Jam. Oui, c'est les derniers plans de Jam, et c'est ce qui m'a poussé à faire Jam à l'époque. Et donc, du coup, ce que tu me disais aussi, c'était que la Méditerranée, c'était pour toi une histoire éternelle, d'éternel recommencement. On ne peut pas être un Méditerranéen sans penser à tout ça. On est chargé par ça. C'est cette malédiction Méditerranée qu'on a. Et c'est ce qu'il y a tous les 50 ans, tout ça, il y a des choses en Méditerranée qui nous rappellent comment c'était avant. Et aujourd'hui, nous sommes en plein retour en arrière, et c'est ça, cette malédiction qu'a la Méditerranée. Je ne dis pas, dans la malédiction, c'est comme ça, c'est là-haut, on peut rien, hein. C'est comme ça, c'est bon, on fait avec, mais par contre, on ne dit pas que c'est la faute à quelqu'un. C'est pas la faute à quelqu'un, c'est le peuple méditerranéen, il est immense, il est immense. Et pour toi, c'est un peuple de l'exil. C'est un peuple qui est amené à tout le temps être dans un mouvement d'exil. Il y a tout le temps des mouvements dans la Méditerranée. Et tu dis que la Méditerranée, c'est un mouvement pour toi. C'est un brassage. C'est un sacré brassage. C'est parce que moi, je suis né à Alger. Alger, quand j'étais enfant, ça parlait maltais, ça parlait italien, ça parlait espagnol, ça parlait juif, hébreu, ça parlait français, ça parlait espagnol, italien. C'est ça, Alger, vraiment. Alger, à côté de Bellecour ou à Bab el Oued, et tout ça, c'était tout le monde parlait plein de langues. Tout le monde était ensemble. Et c'est génial de passer devant un magasin de juifs et sentir les gâteaux juifs pendant les fêtes juives. Parce qu'ils donnaient un peu aux gamins. Nous, on n'avait pas beaucoup d'argent, donc on aimait bien passer là parce qu'ils nous donnaient à manger. Parce que tu sais que c'est une tradition. Donc, ils nous donnaient des gâteaux, des trucs comme ça. Et donc, c'est quelque chose de fabuleux que j'ai vécu. C'est un peu quand j'étais enfant, où tout le monde était ensemble, mais en pleine guerre. En pleine guerre de revendications. Et donc, ce qui pour moi, qui m'a marqué, c'est tous ensemble à Alger. Et tous les gens qui ont été à Alger savent qu'il y a eu ça. Savent que tout le monde habitait tous ensemble. Évidemment, je ne rentre pas dans la politique. Je ne rentre pas dans la politique. Je ne rentre pas dans le peuple algérien. Je ne rentre pas comment les Arabes étaient traités. Ça, c'est Camus, il faut lire Camus. Et donc voilà, la Méditerranée, c'est ça. La Méditerranée, c'est tout le monde, vraiment tout le monde. Et c'est pour ça que j'aime aller partout, là où il y a en Méditerranée. Et c'est les gens, les hommes, les femmes, les enfants, leur musique, leur culture, tout. Et la culinaire, la nourriture, c'est la même. On a vu les sardines grillées tout à l'heure. Les sardines, les courgettes, l'aubergine, c'est comme Méditerranée, ça. Du coup, j'en profite pour poser une question. Selon vous, quand on commence une carrière de cinéma, qu'est-ce qui est le plus complexe et le plus difficile quand on commence dans le cinéma? C'est l'argent. C'est très très dur. L'argent, c'est ce qui vous freine. D'ailleurs, tout est dur avec l'argent. La communication avec les gens, avec le monde, c'est l'argent aujourd'hui. Nous, en France, on est en train de se battre, et c'est vraiment l'argent qui est derrière tout ça. Ce que disait Stéphane Hessel. Et moi, je crois énormément à la jeunesse. Et c'est pour ça que mes films véhiculent toujours des jeunes dans les rôles principaux, parce qu'ils ont des choses à dire. Je ne fais pas un film sur la mémoire des vieux qui parlent, ou je sais pas quoi. Non, c'est vraiment toujours la jeunesse. Et donc, je sais que partout où il y a la jeunesse, quand ils m'invitent, j'y vais. Je vais dans les lycées, des fois, je vais, pas tout le temps, mais je me déplace. Je donne mes musiques aux jeunes quand ils me demandent de l'adapter pour faire des morceaux à eux. Je leur dis, ouais, mais bien sûr, vous pouvez les prendre. Et donc, je suis d'accord pour transmettre, pour être avec des jeunes, et à chaque fois que je peux donner un petit conseil, c'est de dire aux jeunes qui veulent faire du cinéma, il n'y a pas pire qu'un scénario.
pour lire un scénario. Vous donnez un producteur, il vous regarde avec un sale œil, il te montre une pile comme ça pour te décourager. Comme ça de scénario sur ton bureau. Monsieur, jeune homme, j'ai pas lu tout ça. Alors je sais pas ce qu'il faut, pourquoi il lit pas. Et donc, voilà, comme ça. Et donc, vous, quand vous mettez un scénario, il le met sur le haut de la pile. C'est ça dans les mairies, c'est-à-dire qu'ils mettent les dossiers tout en haut, ils prennent en bas. C'est vrai, ils prennent en bas parce que c'est ceux qui sont arrivés les premiers. Et donc voilà, donc il faut surtout pas se laisser décourager par ça, et il faut être très fort et dire que vous passez. Je vous assure que c'est ça. Et donc moi, évidemment, dans les années, quand je suis arrivé dans les années 60, 10 ans après, j'étais acteur. 10 ans après, vraiment. Alors que je fallait que je fasse ma culture plus qu'en Algérie, où c'était la culture, nos ancêtres, les Gaulois, ils nous ont appris que ça. Mais je vous assure, ils n'ont pas appris l'histoire de l'Algérie, ni l'histoire de la Méditerranée. Ils ont appris la France. C'est-à-dire, c'est Apollinaire, c'est aussi tous les grands auteurs. Et donc voilà, il a fallu d'abord pendant 10 ans que j'apprenne la culture, celle qu'aujourd'hui on a, celle que tu as, celle que j'ai. J'aimais énormément découvrir les poètes, les auteurs de théâtre, tout ça. Et donc, il a fallu 10 ans pour ça. Et après, au bout de 10 ans, j'étais devenu acteur. Et après, quand j'ai commencé à travailler, et puis j'ai commencé à écrire un scénario, parce que les metteurs en scène avec qui j'ai travaillé, j'aimais pas trop. J'ai travaillé avec Claude Régis, je ne sais pas si vous connaissez Claude Régis, c'est un metteur en scène extraordinaire, mais c'est indigeste, mais c'est magnifique. Hein. Et aussi Roger Blin, celui qui a découvert les pièces de théâtre en entendant Godot de Beckett. Et j'ai travaillé avec eux comme au théâtre, un rôle presque principal. Hein. Et donc je ne comprenais pas ce qu'il me disait Régis. Claude Régis était toujours un metteur en scène qui casse tout, moderne, un peu comme l'art moderne aujourd'hui. Et à un moment, je commençais à écrire mon scénario. J'écris un scénario et je dis à Roger Blin, tu sais Roger, je vais faire metteur en scène de cinéma. Et à un moment, il y avait une actrice dans le théâtre où on était, qui s'appelait Eleanor Hirt, et elle m'a dit, viens dîner, il y a le metteur en scène qui a fait Zorba le Grec, qui est un copain à moi, viens et parle-lui comment on fait, il va peut-être te conseiller ce qu'il faut. Et donc je suis allé dîner avec eux, et il y avait donc Michael Kokoyanis, qui a fait Zorba le Grec, et qui m'a dit, tu veux faire du cinéma, que t'écris, alors c'est quoi le scénario? Et je lui dis, je fais une histoire d'amour. Ah oui, et tu veux quoi toi? Là, je lui dis, voilà, moi je viens d'Algérie, je suis d'origine gitane, mon père est berbère. Et il me dit, pourquoi tu ne fais pas l'histoire de ta famille? Et c'est parti comme ça. Et donc j'ai arrêté d'écrire mon histoire d'amour et j'ai écrit un petit scénario qui allait plus tard, 3 ans après, devenir Les Princes. C'est pour vous dire que... Voilà. Donc c'est pour dire que quand par exemple, on ne me donnait pas d'argent et quand j'arrivais, d'abord comme acteur, j'arrivais pour donner des claques, pour voler une vieille dame, je vous assure que c'est vrai. J'étais spécialiste dans ça, dans le cinéma en tout cas. Et je disais toujours, mais moi non, je ne fais pas de mal comme ça. Et donc on me payait. Et à un moment, je me suis dit, mais c'est pas vrai, jamais on va me croire, pour être metteur en scène, de me donner de l'argent à moi. Franchement, je vous assure que je ne dis pas ça par fierté, c'est que j'ai volé la pellicule d'un film qu'on était en train de faire, comme moi acteur. Hein. Et donc j'ai volé la pellicule avec un copain, 16 mm, 10 boîtes. On les a sortis la nuit, parce qu'ils étaient stockés dans le bureau, c'était à côté de la Bastille. Et donc après j'ai dit à assistant opérateur, le petit, j'ai dit on va faire un film. On sort le matériel, juste la caméra, les objectifs et le pied de la caméra, et on fait un film pendant le week-end, puis il n'y a personne. Et donc on a organisé un casse comme ça, et on est sorti avec la caméra, la pellicule et tout, et moi des acteurs, mais les acteurs c'était mes copains, c'était Jacques Villeray, Colline Serrault, c'était mes copains, mais on n'était rien. Et donc on est allé tourner dans une rue piétonne, et j'ai commencé à écrire le scénario en même temps que on tourne, et j'ai fait l'histoire d'un mec qui s'appelle l'Indien et qui veut se venger, je sais pas quoi. J'avais un flingue et dans la rue, pour que ça soit vrai, j'avais un pistolet à balles à blanc que j'ai acheté à la gare Saint-Lazare,
Et donc, je voulais que ça soit vrai. Donc, j'ai pas prévenu la rue. J'ai caché la caméra derrière un épicier, derrière les légumes d'un épicier. Et j'ai filmé comme ça, en dictatant. Et je poursuivais un mec dans le film en tirant avec des balles à blanc. Et donc, je me dis, comme ça va être vrai. Et donc, je tirais, et partout, il y avait des gens qui s'écartaient. Je trouvais ça génial. je trouvais ça génial. Et à un moment, je m'arrête. Je le fais 2 ou 3 fois. Hein. À un moment, je m'arrête. Je viens vers la caméra à côté des légumes pour cacher. Et je lui dis alors, et je sens un flingue, un vrai flingue, sur la nuque. Et par la froideur de l'acier, j'ai senti que c'était pas de la blague. Et par la voix du mec qui me disait en tremblant, avec une voix blanche, bouge pas. Et là, j'ai vu que c'était pas un copain, c'était pas de la blague. J'étais comme ça avec mon flingue, et j'ai fait, parce que sinon j'aurais fait comme ça pour rigoler. J'ai pas bougé, je sentais le danger très fort, parce que je connaissais très bien ce que c'est que le danger. Et je me suis retourné, j'ai vu un flic, ce gendarme, qui avait la tête blanche comme du papier. Et quand il m'a vu, en même temps qu'il m'a vu de ma gueule, et il a vu la caméra, et il a failli s'effondrer, je vous assure, parce qu'il était à la limite de me tuer. Il a dû me poursuivre pendant 300 mètres pour faire des cachets comme ça, pour que je ne me retourne pas, que je le flingue. Et donc, j'ai failli mourir. Et donc, il m'a amené au commissariat avec tout le monde. On est allé au commissariat, il a raconté son histoire, et on était devenu la mascotte du commissariat. Ils nous ont dit, bon, on va vous protéger. Parce que comme il m'a pas tué, donc il y avait sa culpabilité qui est partie, il n'avait plus rien. Donc il s'est lavé de tout. Et les autres, ils nous ont dit, nous, on vous protège maintenant. Alors, on arrête les gens. Donc c'était plat, comme tout, le plan. Il ne servait plus à rien. Il y a une phrase que j'aime énormément dans Les hussards sur le toit de Genet. C'est qu'un jour... Giono, pardon. Genet, j'adore, mais c'est Giono. Et donc c'est une phrase, c'est une mère qui écrit à son enfant, militaire je crois, et qui lui dit « Vis dangereusement mon fils ». Je pense que c'est ça, le metteur en scène de cinéma. On va s'arrêter sur cette belle phrase et ce beau conseil à tous les futurs réalisateurs dans la salle. Et en tout cas, je vous souhaite un très beau festival et un grand merci à Tony. Merci beaucoup. Du monde, Peppermint, on earth, der Erde. Alors, l'enfant, Kopilul, the child, der Kind, Nomad, nomade, 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 renaîtra, revine. Come back, komm zurück, du Desert, in the desert, in desert.